Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission des livres et des lettres. Celui que je reçois pour vous est un habitué de ce plateau. On l'a déjà pris par ici 2 ou 3 fois. Il s'appelle Charlemagne Bonquet. C'est lui que nous recevons pour ce samedi en cette fin de matinée pour son nouvel ouvrage Du même soleil que toi. C'est un recueil de petits tests qui vont certainement vous intéresser. En tout cas, on verra à travers l'entretien qu'on aura avec celui qui les a écrits. Charlemagne, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est toujours un plaisir. C'est chez vous, hein? C'est toujours un plaisir. Alors, déjà un nouvel ouvrage, beaucoup d'inspiration, je dois dire, tellement inspiré que ça pleut, quoi. C'est pas compliqué d'écrire ou de sortir un ouvrage au Bénin, visiblement. C'est pas compliqué d'écrire, mais sortir un ouvrage, ça a ses difficultés. Ah tiens. Oui, sortir un ouvrage a ses difficultés. Je dois parler un peu du processus de l'édition jusqu'à la sortie. C'est pas facile, mais écrire, puisque c'est devenu une habitude pour moi de le faire, aujourd'hui j'ai plus de la facilité à écrire. Et je veux profiter de ce temps-là où l'inspiration est là pour écrire, et c'est ce que je fais. Tiens, je crois qu'il y a beaucoup d'argent dedans, c'est pourquoi vous êtes très inspiré. L'argent, ça viendra. Ça viendra. Merci beaucoup. Allez, parlons plus sérieusement. La dernière parution, c'est Du même soleil que toi. Oui. Je l'ai dit, c'est de courtes histoires, pas vraiment des nouvelles, mais de courtes histoires qui mettent sur scène, sur le plateau, différentes physionomies du père. Que ce soit un père débonnaire, gentil, ou qu'il soit difficile ou violent, intolérable, ou même qu'il soit à la limite au-delà de la bonté, à la limite, je dois dire, incompréhensible. Vous proposez différentes facettes du père au sein de la famille. Pourquoi cet examen, cette superposition, je dois dire, des images du papa? Au départ, c'était des textes que j'écrivais pour exprimer une certaine responsabilité du papa dans la société. C'est pour ça que votre champ de prédilection, c'est toujours C'est l'éducation. toujours l'éducation, c'est etc. toujours l'éducation. On voit un peu le père dans ce rôle-là aussi. Exactement. C'est un personnage que j'aime bien mettre en œuvre. Et dans toutes mes œuvres, vous allez remarquer la présence de mon père, son absence, mais pourvu qu'il ait le rôle principal pour moi. Donc je reviens dans ces petits tests-là, que j'appelle des autofictions, et je remets toujours le rôle de ce père-là en exergue pour permettre à tous ceux qui lisent de voir les facettes d'un père que nous pouvons avoir dans la société. C'est compliqué d'être papa, hein? Quand je le vois. Pas vraiment. Tel que vous le décrivez, c'est assez compliqué. C'est vrai que deux pères ne peuvent pas se ressembler, mais il y a des postures aussi qui sont parfois difficiles pour un père. Comme par exemple ce papa qui doit faire face justement à l'éducation de sa fille, assez compliquée, assez difficile, fille Agouda, issue donc, je dois dire, de ses esclaves, dont les descendants sont revenus sur la terre de leurs ancêtres. Une jolie fille, très jolie, qu'il a essayé d'ailleurs d'éduquer à sa façon avec la rigueur qu'il faut, mais qui lui a quand même échappé en tombant enceinte d'un employé de maison. C'est difficile d'être papa, je le rappelle. Oui, c'est très difficile d'être papa. Surtout, cette partie de l'histoire que j'ai racontée, c'est pour mettre en valeur quelque chose. Vous avez beau donner tout à votre enfant, il se peut qu'à un moment donné, il fasse des choses qui ne vous plaisent pas et qui vous déçoivent au plus haut point. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. C'est ce que j'ai envie de tirer. Parce que, vous allez voir, c'est un homme qui a réussi tout dans sa vie. Dans sa propre vie, à lui. Oui, c'est un flic bien rigoureux dans sa vie. Bien rigoureux, tout va bien. Mais qui, je dis, est-ce que c'est pas malin ou je sais pas. Parce que, en fait, dans l'histoire, je montre bien que cette fille-là, elle a eu un développement morphologique précoce. Et très tôt dans sa vie. Exactement, c'est pour ça que j'ai donné ce nom à quelqu'un d'autre dans le roman, dans le document. Et ces pulsions-là n'ont pas été contrôlées. Ces pulsions-là n'ont pas été contrôlées, et ce qui a conduit cette gamine-là dans la dérive. Mais le père, au dépit de tout et au dépit de son honneur, a trouvé une solution qui n'est pas toujours acceptée par tout le monde. Tout à l'heure, j'ai l'impression que vous avez toujours un moyen de déculpabiliser le père, quelles que soient les situations qui se présentent. Non, pas toujours. Lui, je le rends coupable, par exemple. Parce que quand vous voyez la fin de l'histoire, c'est vrai, il a résolu un problème.
Mais l'infanticide reste là, en fait. Oui. Mais le problème de l'éducation de la fille, Oui. l'éducation qui rate, la contrainte imposée à la fille pour lui faire avoir un comportement digne et responsable d'un père de ce rang-là n'est pas arrivé justement au niveau attendu. Donc, la faute au papa. En partie. La faute, comme je le dis, quelque chose qui arrive à un enfant, la responsabilité doit être incombe aux deux parents. Et surtout le parent, parce qu'on suppose que c'est cette figure-là qui doit contrôler, en fait. C'est son rôle, contrôler, imposer, exiger, pour que l'enfant sache que cette figure-là, c'est la loi, en fait. C'est la loi, c'est la droiture, et ça ne réussit pas toujours. Et c'est le cas de l'enfant, de cette fille-là, qui, malgré la rigueur de son père, n'a pas pu s'imposer. Et la conséquence est là. Elle est tombée enceinte, elle va avoir mal, et On va compromettre son avenir, oui, et puis son père va lui faire prendre beaucoup de risques. Exactement. Beaucoup de risques Exactement. par rapport justement à cet avortement que vous aviez commencé à évoquer. Et j'allais dire, est-ce que ce n'est pas, est-ce que vous ne poussez pas le bouchon un peu trop loin avec cette histoire d'avortement à la mode de tradition ou au culte? Je vais laisser ce soin-là au lecteur, sinon l'objectif pour moi en fait, c'est de montrer cette facette aussi de notre réalité socioculturelle. Cette capacité aussi que la religion endogène, la religion... Est-ce que c'est la religion ou c'est l'occultisme? Ou même justement, je dois dire, la connaissance? Ça englobe un peu tout ça, parce que tout le monde n'a pas cette connaissance-là, que ce truc-là existe dans nos cultures. Et tous ceux qui vont lire vont comprendre. Il y a des choses qui se font chez nous. C'est une valorisation ou une dévalorisation? Je peux le dire, une valorisation, quand vous parlez d'infanticide, ça n'est plus une valorisation. C'est pour dire qu'il y a des choses qui existent, et je tenais à ça, parce que dans le même temps, on voit toujours le bon côté des choses, mais ce côté-là, on ne le voit pas souvent. Le papa, il était déterminé, il avait un honneur à sauver, et il a tout fait pour arriver à cet objectif. Esprit de flic? Esprit de flic, pourquoi pas? Parce que c'est la fin qui... Alors très rapidement, pour expliquer à nos téléspectateurs cette affaire d'avortement, il s'agit justement d'un procédé assez occulte, en tout cas selon la version proposée par Charlemagne dans son ouvrage. Une corde qu'on met sur le chemin d'une femme enceinte et aussitôt elle fait une fausse couche, quel que soit d'ailleurs le nombre de mois fait par la grossesse. La preuve dans le bouquin ou dans le test concerné, elle était déjà presque à terme en fait. Tout à fait, 8 mois je crois. Oui. 8 mois, c'est suffisamment choquant. Hein? C'est choquant. C'est choquant. C'est aussi pour montrer le mauvais côté du père. Quand je le dis, je montre le papa sous plusieurs facettes en fait. Le bon, le mauvais, le juste milieu. C'est ça. Fécondité généreuse. Alors là, la facette du père, c'est comment vous la qualifiez ou vous la présentez? Résumé du test. C'est un monsieur qui est bien conscient des infidélités de sa femme, d'ailleurs, qui lui fait beaucoup d'enfants dans... Est-ce qu'on doit dire dans le dos, puisqu'il en est conscient? Dans la face ou devant lui? En tout cas, qui lui fait beaucoup d'enfants avec d'autres hommes. Sur les 5 enfants qu'il a eus, sinon 6 à la fin, puisque un dernier est né à la fin. 2 seulement sont de lui. Il en est conscient, pourtant il les garde. Et en fonction justement, je dois dire, des auteurs de ces grossesses-là, il donne un prénom à cet enfant. Alors, comment vous définissez ce père? C'est un père trop gentil. Ah, trop gentil. Un peu plus que débonnaire. Oui, il est trop gentil. Mais est-ce que vous ne vous moquez pas un peu de la moralité chez nous, qui veuille que l'orgueil mâle se refuse à admettre que quelqu'un touche à sa femme? Vous savez, j'ai aussi pour rôle de toucher certains points de la société que les gens ne m'osent pas parler en fait. Dans une histoire dont le but est de faire rire tout le monde, où je touche la sensibilité des hommes. Pas un seul, mais de tous les hommes et de tous les pères de famille. Vous savez, c'est pas accepter d'un père de savoir que dans sa progéniture, il y a des enfants qui ne lui appartiennent pas. Lui, il est conscient de ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit non pas que sa femme est la pute du coin,
Mais qu'elle est d'un cœur trop gentil pour pouvoir refuser d'avoir des enfants avec tout le monde. Vous lisez l'histoire, vous en tirez vos leçons. Votre orgueil prend un coup. Mais c'est des trucs qui vous arrivent et parfois vous ne savez pas. Vous avez des enfants et parmi ces enfants, il y en a qui ne sont pas... Ceux qui défendent la femme ne seront pas contents de vous, hein, de projeter une image de la femme comme ça. L'objectif n'est pas de discréditer la femme. D'abord, la femme, c'est un être que je respecte beaucoup. Et cela n'empêche que de temps en temps, on soit en mesure et qu'on prenne le courage d'attirer l'attention sur des choses et des faits réels de la société qui passent sous nos yeux et qui sont parfois de leur faute ou parfois de notre propre faute. Voilà. Où est-ce qu'il trouve la force d'aimer, est-ce que je dois dire équitablement, en tout cas de façon indifférente, chacun de ses enfants? C'est là où je le dis, c'est un homme exceptionnel. C'est vraiment une histoire vraie? Non. Ça là, c'est une création, une imagination. Voilà. Parce que je doute fort, hein? Khadija, non pas pour stigmatiser, mais Khadija, qu'il se trouve justement un homme qui soit aussi gentil que ce monsieur qui assume la générosité féconde de sa femme. Le sang de la mort. Et là, on retourne un peu dans le monde occulte, où vous nous proposez un test où un monsieur s'énerve contre son talisman et contre son sort aussi. Talisman parce que à un moment donné de sa vie, pendant qu'il devrait faire face à une épreuve, il est allé voir fortuitement un vieux qui lui a proposé un talisman qui devrait quand même l'aider à avoir un peu plus de chances de réussite dans la vie. Mais curieusement, chaque fois qu'il doit faire recours à ce petit objet sacré et bien protégé, bien inspiré, il échoue toujours. Vous dites qu'il existe des choses chez nous, mais ce test montre qu'il n'existe rien. Si, il existe des choses. Il existe des choses chez nous. Et le cas du personnage que je mets en exergue ici, Oui. je ne dirais pas que c'est une exception, mais c'est des choses qui arrivent aussi. Qu'au moment d'acquérir ces talismans ou ces choses chez certaines personnes, que cela ne nous porte pas souvent bonheur. Toujours bonheur. Toujours bonheur. Lui, il en a fait les frais. Et en racontant l'histoire qui peut-être, quand on va faire la chronologie, a duré pratiquement une bonne partie de sa vie, au point où à un moment donné, il a une haine viscérale contre ces talismans-là. Oui. C'est pour dire que tout le monde n'est pas satisfait de ça. En fait. Vous comprenez? Il a été au bac, croyant que ça pouvait l'aider. Au troisième coup, il finira par l'avoir. Et en oubliant d'ailleurs le talisman. En oubliant d'abord le talisman. Et il a cru qu'avec ça, il pouvait avoir facilement les papiers pour aller à l'étranger. Ça n'a pas marché. Dans un dernier temps, il a cru qu'avec ça, il pouvait avoir une place pour devenir l'adjoint d'un député. Là aussi, ça n'a pas marché. Donc, il y a eu tant d'événements qui, à un moment donné, l'ont remonté. Il a fini agent de sécurité. Il a fini agent de sécurité. Donc, c'est pour dire que ça ne marche pas pour tout le monde. Je n'ai rien contre ces choses-là. Et c'est pour dire que ça ne marche pas pour tout le monde, parce que dans le même livre, il y en a pour qui ça a marché. Oui, mais quand on voyait un peu le conseil de son papa, qui sourit en le voyant avec le talisman et lui dit tout dépend de la foi qu'on accorde justement à ces éléments. Évidemment, il n'y a que la foi joue un rôle dans la place que peuvent occuper ces genres d'éléments. Est-ce que vous ne faites pas une contradiction avec sa philosophie et sa perception de la chose? Je vais lire la partie pour vous aider. On y va. L'usage des choses occultes dépendra de la foi que tu en aies. On croyait autrefois qu'il suffit de porter sur soi des objets sacrés et d'être né sous le bon signe, de faire pour être épargné des vicissitudes de la vie. Ouais. Mais c'est faux. Le phare assure un chemin que la vie te réserve et qui est en commun à tous ceux qui sont nés sous ce signe-là, marquant le bonheur par son éclat et les misères par son obscurcissement. Mon fils, tu dois avoir la foi d'abord et surtout entretenir cette foi à travers les consultations et les sacrifices propitiatoires pour éviter les goulots d'étranglement sur ton chemin. Je peux dire que même quand ces choses-là, nous pensons que nous les possédons, si tu n'as pas la foi en toi-même et la foi en ce que tu possèdes, et que tu fais pas ce qui va avec, mais ça ne marchera pas. Et à la fin, tu vas te sentir découragé. Mais il avait foi en son talisman. Mais malheureusement, il n'a pas eu le bon talisman en fait.
c'est aussi pour dire que ceux qui nous donnent ces genres de choses-là ne sont pas toujours de bonne foi. Ils ne sont pas toujours honnêtes. Voilà, voilà. Alors, la hache de guerre, parlons-en. Faites-moi un résumé rapidement de la hache de guerre. C'est toujours cette histoire de... En fait, c'est cette histoire de ce policier-là. Oui, tout à fait, oui. On l'avait déjà abordé. Oui. C'est vrai que beaucoup de familles comme ça ont des difficultés à éduquer leurs enfants, surtout quand c'est des familles avec un niveau social ou un rang social quelque peu relevé. Pourquoi ce paradoxe? En fait, c'est pour attirer l'attention sur le fait que la tâche n'est facile pour personne, en fait. La tâche n'est pas, que ce soit en haut de l'échelle ou en bas de l'échelle. Le problème de l'éducation concerne tout le monde. Et là où on a l'impression systématique, on stigmatise, on peut déjà penser à la base qu'au sommet, c'est plus facile d'éduquer les enfants, mais c'est faux. L'exemple là illustre ce que je veux dire. Une famille où tout a marché, l'argent est là. Oui, mais la plupart du temps, les familles dans lesquelles l'argent est disponible, tout est là pour l'enfant. Généralement, l'enfant là je ne veux pas dire qu'il ne prospère pas, mais il n'a pas une réussite scolaire aussi éclatante comme on devrait s'y attendre. Ça me fait penser à un phénomène où, dans ces familles-là, déjà, les enfants ont tout. On parle du phénomène du blasement. C'est-à-dire l'enfant est blasé, il a tout ce qu'il a besoin. À un moment donné, déjà même pour le servir. Exactement. À un moment donné... C'est à peine si on ne loue pas quelqu'un pour apprendre ses leçons à sa place. Exactement. Et cette facilité, parfois, ne lui permet pas, en fait, d'évoluer normalement. Parce que ça développe en lui une certaine paresse, en fait. Et le papa, pensant qu'il met tout à la disposition de l'enfant, a tendance à ignorer le côté où le suivi et la communication, où parfois l'imposition est nécessaire pour que l'enfant puisse prendre conscience de certaines choses. C'est très important de tenir compte de ça. Cette fille-là, elle ne manque de rien. C'est vrai qu'il y a aussi le fait que je mets en exergue les pulsions qui sont venues très tôt. Les crises d'adolescence. Exactement. Mais il y a le fait d'avoir tout parfois peut être parfois un handicap pour les enfants dans le développement ou dans la session. Vous ne demandez pas aux parents de priver les choses les plus élémentaires. Non, je demande simplement aux parents en fait, de faire plus attention, peu importe le niveau social, à l'éducation de leur enfant, ainsi impliquant. Parce que parfois quand vous donnez tout à l'enfant, vous vous retrouvez facilement de l'autre côté. Vous voyez les choses de loin. Parce que d'abord, vous n'êtes pas tout le temps là. Et quand vous vous contentez du rapport qu'on vous fait tous les soirs ou dans la semaine de la vie de l'enfant, vous pensez que tout évolue bien. Mais parfois, c'est pas ça. Il y a une nouvelle où le père a 3 enfants, toutes des filles. Mais curieusement et malheureusement, il fait un accident et il meurt. Et les filles finissent soit précocement mariées ou dans des conditions assez déplorables. Un peu comme pour dire que sans un père, c'est toujours compliqué pour l'enfant de s'en sortir. Exactement, exactement. Vous avez vu dans cette histoire, le papa est décédé lors d'un accident. Automatiquement, ça a jeté les filles en partie à la vie sociale en fait. Et d'abord, ça a déconstruit la famille parce que à un moment donné, la maman n'a plus les moyens. Il faut envoyer chaque fille ailleurs. Donc l'aînée, elle s'est débrouillée pour se marier précocement, alors qu'elle n'était pas prête à ce mariage. À un polygame en plus. Et la cadette, elle était obligée d'aller chercher du travail. Finalement, elle aussi, elle a dû se marier. Et la dernière qu'on a dû placer chez quelqu'un d'autre. Je suppose que si le papa était là, et déjà avec l'effort qu'il faisait par le passé, cette famille-là pouvait rester encore plus longtemps solide. Donc c'est toujours pour montrer le rôle du père dans la vie de l'enfant. Moi, je vois le rôle de la mère dans ce sens, à ce niveau aussi, parce que tous les personnages, il faut forcément les examiner. Une femme totalement inactive dans une famille, c'est un danger. C'est un danger, c'est un danger. Et aujourd'hui, la société a compris, nous le comprenons, que dans la famille, le papa comme la maman doivent contribuer à l'éducation, pas seulement à l'éducation, mais aussi aux finances de la famille. Ça aide beaucoup. Donc,
Aujourd'hui, vous avez vu, il est plus facile pour les femmes d'aller travailler. Ce n'est pas là justement le piège. Dans nos sociétés, la femme est totalement, entièrement affectée à l'éducation de l'enfant et ça marche, enfin, plus ou moins ou relativement. Mais dès lors que les deux commencent par s'occuper justement de la survie économique et financière de la famille, Oui. il y a forcément que l'éducation des enfants en prend un coup. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une société très exigeante. La société aujourd'hui elle est très exigeante et avec la cherté de la vie, avec le coût excessif de certaines choses, on remarque que l'argent que apporte le père ne suffit plus forcément pour couvrir les besoins de la famille à la fin du mois. Donc cela pousse aujourd'hui la famille, des familles où la maman aussi est obligée d'aller chercher du travail. Et les deux concourent au bien-être des enfants. C'est une réalité qu'il faut accepter et ça fait partie des paradigmes qui sont d'aujourd'hui et de demain. Que les deux parents doivent travailler pour pouvoir satisfaire les besoins de la famille. Donc il faut aussi revoir l'éducation dans ce sens-là. Et que le sacrifice n'est plus seulement pour la mère, mais aussi le père doit intervenir dans ce cas. Allez, on va finir avec une dernière nouvelle. Non pas qu'on a abordé toutes les nouvelles de ce recueil du test, mais plutôt que le temps il est pratiquement parti. Alors, à Malin Collé, contrairement à ce monsieur de Djidja Débonnaire et dont la femme est disponible aussi, celui-ci s'est montré un peu intolérant. Il a trouvé un moyen de rendre celui qui osait le coquifier. Oui. Si je dois faire un résumé de l'histoire, c'est un homme qui a atteint l'âge de plus de 50 ans. On se demande mais pourquoi à cet âge il ne s'est pas marié. Mais quand on lit l'histoire, on se rend compte qu'en fait, il n'avait pas envie de vivre certaines choses de la vie. Il n'avait pas envie d'être déçu par une femme, il n'avait pas envie d'être déçu par la vie. Il a travaillé, il s'est fait de l'argent. Il tombe pas sous la pression de la famille aussi, il ne faut pas oublier ça. Et il tombe amoureux d'une femme. Et il prévient la femme, il dit, s'il doit arriver un jour que tu me coquifies, fais tout pour que je ne le sache pas. La femme n'a pas su garder cette discrétion. Et comme il est tombé sur ce qu'il ne faut pas tomber, il a décidé de rendre le coup. Et c'est ce qu'il a fait. Il a collé les deux couples à la fin. Il a trouvé un bon gris-gris, il faut dire les choses par leur nom, un bon gris-gris qui a fait que les deux n'ont pas pu se séparer quand ils ont eu des intimités. Moi, je ne sais pas s'il faut appeler ça un bon gris-gris, mais c'est pour l'ego des hommes, ça peut les aider. Oui, bon pour dire que ça marche efficacement. Non pas que c'est un recours positif comme solution à la situation qui s'est présentée. Exactement. Les hommes peuvent être intolérants vis-à-vis, je dois dire... de l'infidélité. Oui, de l'infidélité. Oui. Vous savez, dans la société, il y a un peu de tout. Si dans le même livre, j'ai trouvé quelqu'un qui était tolérant et face à ça, et qu'il accepte à cœur joie et qui trouve que ce n'est pas un problème, dans le même temps, j'ai trouvé qu'il y a des hommes qui ne sont pas prêts de vivre, des hommes qui ne sont pas prêts de vivre ça. Ils sont même prêts à aller jusqu'au meurtre. Quelle est votre analyse de ça? Mon analyse. La question d'infidélité. En tant qu'écrivain ou en tant que psychologue ou sociologue, oui. Quand vous observez un peu la société. C'est un fait de société. Et en tant qu'écrivain, je vais partir de là. Je n'ai pas de position. Je parle de ce qui peut arriver aux uns et aux autres. En tant que psychologue, c'est quelque chose qui sape le moral des hommes, comme des femmes, parce qu'il ne faut pas seulement incriminer l'un et l'autre. Autant vous êtes un homme et que vous êtes infidèle, ça sape le moral de votre femme, où elle est inquiète, elle est en colère, elle a du mal à se garder. C'est pareil pour l'homme aussi. Mais l'homme, ça fait encore plus mal parce que la société est d'abord patriarcale. On pense que l'homme est au-dessus de la femme. Donc quand ça arrive à des hommes, vous voyez, ça fait trembler toute une famille, ça fait trembler, ça peut même conduire la famille à la séparation de l'homme et la femme. Donc je sais que c'est... Il y a même dans certaines familles où ça peut avoir des répercussions aussi dramatiques comme la mort. Exactement. Donc en tant qu'écrivain, je n'ai pas quelque chose à dire. Je laisse le choix à tout le monde, j'en parle, j'attire l'attention dessus. En tant qu'éducateur ou psychologue, je dis c'est un fait de société. Le plus important, c'est de trouver un terrain d'entente et d'arriver soit à se comprendre ou à se séparer. Parce que rester avec la même personne, sachant que cette personne t'a fait ça, c'est pas facile parce que ça ressurgit à chaque fois en fait. Et c'est la chanson que l'un va chanter à l'autre toute sa vie. Toute sa vie, oui. Charlemagne Gonquet, merci beaucoup d'être venu. C'est moi et c'est toujours un mot pour finir.
Un mot pour finir, c'est d'éviter les gens s'acheter. Je ne suis pas au J'avoue que c'est premier, je ne suis pas au deuxième. très intéressant ouvrage. Et c'est des textes qui se laissent lire assez rapidement. Oui, oui. Je crois en 10 minutes, quand on est un bon lecteur, on a fini 2 ou 3 textes. Exactement. Donc, merci pour ton accueil chaleureux à chaque fois sur cette émission. Et on se dit à bientôt. Merci Charlemagne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Vous passez un excellent week-end.